Le ballet de Shanghai occupait un grand bâtiment de quelques étages, haut sous plafond, aux briques apparentes. Du temps des concessions étrangères, ça avait été un entrepôt de laine et de coton, et dans l'air flottaient encore des cheveux d'ange. Dans les salles de répétition, de grandes glaces étiraient l'espace. Les équipaient des pianos droits ou des gramophones, c'était selon, et l'on avait capitonné les portes de cuir clouté. Les murs des loges et des bureaux avaient récemment été passés à la chaux. Quand ils n'étaient pas nus, des affiches les recouvraient. C'étaient la plupart du temps des scènes d'opéra modèle. Ces pièces étaient étriquées, impersonnelles. Souvent, elles n'avaient pas de fenêtres. Seule Hao Xiulan bénéficiait d'une loge attitrée. Elle était la prima ballerina. Elle était la fille d'un membre du parti, haut responsable de la mairie de Shanghai. Dans la loge de Hao, il y avait toujours des fleurs. La danseuse en recevait beaucoup. En outre, elle avait pris l'habitude de cueillir sur son chemin des brins de jasmin. Elle les mettait à flotter dans des tasses de thé. Et c'était le jasmin qui, en fin de compte, donnait sa note de fond à la loge. Les fleurs étaient changées tous les 2 ou 3 jours, la pièce était assez grande, mais elle n'avait pas de fenêtre. Au mur, on trouvait accroché à peu près de tout, sauf de l'opéra modèle. Il y avait des reproductions de peintures littératie, des bambous dans la brise, des oiseaux en plein vol, pas de grands paysages. Une affiche publicitaire des années 30 pour une crème de jour dont le modèle lui ressemblait. Et, seule concession à l'esprit du temps, le tableau La mariée parle. Sur la coiffeuse de Rotin, le porte-perruque était nu. La pièce baignait dans la lumière franche de l'ampoule, au plafond dont on avait retiré l'abat-jour. Dans un coin, une psyché déployait une pupille oblongue. La porte était restée ouverte et, de temps à autre, y glissait le reflet furtif d'une silhouette. Ke Wei était assis, son carnet de croquis posé sur sa jambe gauche repliée. Au début, son cœur avait battu à sortir de sa poitrine. Sa main avait tremblé. Il ne parvenait pas à observer son modèle. Il ne le voyait que trop bien. Il s'était levé à plusieurs reprises pour jeter dans un cache-pot de plastique ses dessins roulés en boule. Puis, il s'était ressaisi. Cette femme, devant lui, n'était qu'une femme. Il était parvenu pour le moment à s'en convaincre. Les automatismes avaient pris le relais de la volonté. Il tenait à présent son crayon dans un relâché souple, plein de maîtrise. Née à Shanghai en 1952, la prima ballerina de l'opéra révolutionnaire, interprète de l'héroïne vengeresse Seer, posait pour lui. Malgré son fier nez, droit comme une fléchette, ses yeux étroits comme des meurtrières couchées, Hao Xiulan était la plus éloignée qui fût du personnage vengeur, viril, de Seer. Longs sourcils soigneusement épilés, visage en noisette au petit menton arrondi, cou de jonc docile au vent, bras d'algues fleuris de mains de nacre, poupée chinoise à la peau blanche, femme coquette, irréelle, beauté d'un autre monde, jade blanc qu'on expose au commun des mortels pour prouver l'existence de Dieu. Et toujours ce quelque chose d'âpreté qui lui donnait des airs de flamant rose. Tout son être proposait une délicatesse fragile en même temps qu'une fermeté d'athlète. Une mollesse de femme révélée à contre-cœur par son accoutrement révolutionnaire. Surtout la natte blonde de sa perruque courait entre ses seins. 2 pins pleins, à la base merveilleusement affaissée. Hao Xiulan posait debout, le menton relevé, le buste vers l'avant, les poings fermés, le bras droit replié dans une posture fière. Ce portrait, on le vit bientôt partout. Il devint une grande affiche. On en fit même des timbres. Seer, soldate de la 8e armée de route. Quant à Hao, que voyait-elle en Ke Wei ? Au fond, un soupirant comme elle en avait des millions à travers toute la Chine. Un type qui ne savait ni sa détresse, ni sa solitude. Un quidam qui lui renvoyait l'image de ce qu'elle voulait être, ou tout du moins incarner. Mais cet homme était peintre, et ce peintre avait le trait surnaturel, le don du surréalisme socialiste. Une fois la session terminée, Hao retira sa perruque blonde. Pour Ke Wei, un monde s'effondrait, mais l'univers dévoilait le secret de ses nébuleuses. Hao défit une épingle qui retenait ses cheveux sous sa perruque. La longue chevelure noire, lissée d'une huile d'osmante hors de prix, fut un instant reflétée par la psyché. Il sembla à Ke Wei qu'avaient éclos tout ensemble le jasmin et l'abricot. La jeune femme passa une main dans ses cheveux pour les ébouriffer. « Camarade peintre, tu as ce qu'il te faut, n'est-ce pas ?» Elle l'appellerait toujours camarade peintre. Cette mise à distance l'électrisa. Elle terminerait toujours ses phrases par un « n'est-ce pas » susurré. Son accent shanghaïen faisait siffler son mandarin comme un serpent charmeur. Il se leva pour lui montrer ses esquisses. Son cœur se remit à battre avec violence. Alors, à brûle-pourpoint, elle demanda « Camarade peintre, tu connais Shanghai ?» Les gants blancs de Mo glissaient sur le volant. De temps à autre, caresse feutrée, il jetait un regard dans le rétroviseur. Sur la banquette arrière, Hao, en tipa fleurie, était assise ou plutôt levée, panthère blanche alanguie dans un parterre de fleurs écarlates. À ses côtés se tenait un jeune homme, raide comme un clou sur la banquette, pourtant confortable.
les joues rougies par instants comme si on les lui avait frottées. Soudain, le regard de Mo se fit moins amène. S'émancipant de la robe fendue qui le moulait, le genou de la danseuse effleura celui de son voisin. Mo était jaloux, pas de Kei-Wei, mais de Rao. Il n'était pas seulement le chauffeur de la prima ballerina, il était aussi son chaperon. C'était un homme de confiance du père Rao, vigilant, discret. Avec lui, rien ne se savait des excès de Rao. Il se chargeait des basses besognes sans un mot plus haut que l'autre. Il avait quelquefois fait preuve d'une cruauté délibérée pour étouffer une rumeur, châtier un impudent. Il était, en quelque sorte, un eunuque. Et comme les meilleurs d'entre eux, il était occulte autant que puissant, habile aux manigances, prédisposé aux intrigues. Le leur était sa seconde nature. Son penchant pour le sexe fort le condamnait à la clandestinité. D'ordinaire, les individus que Rao gratifiait de son attention étaient des gens de pouvoir, des mâles bien plus âgés qu'elle. Ils étaient des pions. Mo les considérait comme tels, leur utilité se lisait sur leur carte du parti. Ce peintre, au contraire, n'était personne, mais il était beau garçon. Sa peau avait la couleur du miel, son visage un peu long n'avait pas l'empattement précoce des crânes bien portants. Sous ses arcades marquées, ses yeux tenaient du jeune jaguar apprivoisé. Mo conduisait une longue Mercedes noire, le même modèle dont Wang lui-même disposait à Pékin. Les fenêtres arrière étaient équipées de petits rideaux doublés, actuellement tirés côté Rao, ouverts côté Kei-Wei qui appréciait le décor. Les platanes se mouchetaient de feuilles recroquevillées. Ils avaient été plantés par les Français, du temps des concessions étrangères. Il semblait à Kei-Wei qu'il n'avait jusqu'alors jamais vu le printemps. Shanghai était aux saisons un révélateur urbain. Surtout à ses côtés, dans sa tipao fleurie, Rao était du printemps la divine messagère. Le cœur battant, Kei-Wei repensait à la déesse Chang'e, en se disant qu'il flottait à présent avec elle, dans l'éther. Comment expliquer autrement cette sensation de survol, d'apesanteur ? Je suis son lapin de jade, se dit-il. Il n'osait pas prétendre davantage. Sur le passage du véhicule, les akènes poudreux des platanes virevoltaient. D'un mot, d'un geste parfois, Rao faisait arrêter Mo. L'eunuque sortait de la berline pour ouvrir les portes arrière. Rao rappelait au peintre de ne pas oublier sa sacoche, son carnet de croquis. Puis Kei-Wei et elle descendaient du véhicule. Elle menait son hôte à travers des lits longues labyrinthiques. Il faisait lourd, anormalement. Leur déambulation semblait dictée par le hasard, elle ne l'était jamais. Bercés dans le jasmin, cachés derrière des moucharabiais compliqués, ils buvaient le thé dans des maisons laquées, perchés sur pilotis, flottant sur les nénuphars. Ils pénétrèrent dans une gargote sordide. De toute la rue, c'était l'échoppe qui présentait les atours les plus misérables. C'était surtout celle qui servait la meilleure soupe au runtun. Rao attendait de Kei-Wei qu'il se comportât en homme, qu'il fît preuve d'égard, qu'il la fit servir. Elle le remercia de ses attentions dans un sourire à la floraison fugace. Ce n'était pas là pourtant des façons de diva. À l'opposé du personnage qu'il avait rendu célèbre, Kei-Wei découvrait peu à peu une femme otage de sa fragilité. Ils parlaient peu, contentés l'un comme l'autre par la rumeur citadine. Ils formaient un couple étrange, lui avec ses crayons, elle avec sa beauté. Vers la fin de l'après-midi, alors qu'ils quittaient la maison-musée de Sun Yat-sen, les cieux surchargés implosèrent. Kei-Wei fut surpris par la pluie diluvienne. La tipao fleurie de Rao fut vite trempée à grosses gouttes. La robe fondue épousa le corps de la ballerine comme une seconde peau. Provocation face à laquelle la nudité n'est rien. Rao avait pourtant su qu'il pleuvrait. Malgré sa robe, elle sautillait déjà avec agilité au-dessus des flaques et des rigoles. Kei-Wei, le cou rentré dans les épaules, son carnet de croquis sous le bras, ressemblait à un hérisson pressé. La jeune femme et le peintre se précipitèrent dans la berline en riant. « Mais il faut te sécher, camarade Siolan !» Mo était horrifié. Il enveloppait aussi Kei-Wei du regard en se disant qu'il l'aurait bien laissé encore un peu, là, sous l'eau, dégoulinant, la chemise plaquée sur son torse sec et imberbe. Kei-Wei était essoufflé. La poitrine de Rao se soulevait doucement. L'effort avait été bref, un grand jeté, à peine. Mais Kei-Wei ne pouvait plus regarder Rao. La voir seulement dans son champ de vision, c'était se soumettre à l'attraction d'un aimant à la découpe des charmes. Dehors, le soleil siphonnait l'espace, la pluie s'écroulait sur le monde, les gratte-ciels se creusaient dans des stalagmites d'or. La nature, de devenir folle, rendait son propre rythme caduc. Des millions d'années devenaient des secondes. Tout s'effritait et Kei-Wei ne comprenait plus rien. Pourquoi, dans l'illusion de ne pas troubler de sa présence la perfection du monde, aspirait-il à s'effacer afin de regarder ce corps, ses membres, les liserés de ses veines, chacune d'entre elles un miracle d'ingénierie fragile, chacune d'entre elles digne d'une gratitude infinie. Et le corps du peintre, comme d'une longue apnée, se souvenait des heures passées, allongé, le souffle maîtrisé, à observer les farouches hérons du Sichuan. Pourquoi surtout voulait-il en cet instant de toutes ses forces enserrer ses poignets, ses chevilles, le cou même de cet être de splendeur jusqu'à les bleuir? Pourquoi vouloir mordre cette chair jusqu'au sang dans le mirage que la tyrannie disparaîtrait? Le long des cuisses,
le long des mollets de Rao coulaient des larmes de pluie. Elles venaient former sur le plancher de la berline une petite flaque. Keiwei s'imagina l'extase d'être l'une de ces gouttes, caresser et puis mourir. Il serrait les dents, il tremblait, il se mordait l'intérieur des lèvres à se les couper sans ressentir aucune douleur. Il avait très soif, et seule cette petite flaque vibrant sur le plancher dans l'élan de la berline eût pu étancher sa soif. Eût-il encore été maître de lui-même, Keiwei eût exigé sur le champ du chauffeur qu'il s'arrêtât. De l'autre côté de la vitre, le métropole présentait sa carcasse de grandes orgues détrempées. Mais le peintre ne dit rien, et la Mercedes dépassa l'hôtel dans un soupir vainqueur. La flagellation de la pluie s'interrompit comme elle avait commencé, sur un coup de tête. Le soleil déchira un dernier voile liquéfié. Seul maître à bord, il apparut vieilli. Sa belle lumière fatiguée ridait à présent la ville comme une poire sucrée. La Mercedes, au pas, aborda une demeure à étages aux murs de crépi blanc cassés, à perrons de pierre, aux marches nettement dessinées, aux nombreuses fenêtres, volets bordeaux dans le couchant, clos pour la plupart. Le perron se prolongeait dans une véranda, où reposaient, dans la pénombre naissante, 3 fauteuils d'osier et une table basse. De gros pots de géranium précocement en fleurs ponctuaient les abords du jardin assombri. Mo sortit de la berline. Il ouvrit d'abord la portière de Keiwei, puis celle de Rao. Élégamment, la jeune femme mit pied à terre. Le peintre et la danseuse gravirent côte à côte les quelques marches du perron. Elle lui expliqua que cette auguste demeure datait des années 20, qu'elle avait appartenu à un négociant français, puis, une fois celui-ci ruiné par les femmes, à des Russes blancs. « Tiens, regarde, la preuve !» chuchota-t-elle en désignant, sur la dernière marche, un maladroit graffiti aux morsures cyrilliques. Soudain dégrisé, Keiwei, à part soi, pensa que la révolution culturelle ne parlait pas russe, que les gardes rouges avaient, à Shanghai, démoli la statue de Pouchkine, que Rao devait faire recouvrir ce graffiti. Et si c'était, justement, du Pouchkine ? Lisant dans les pensées du peintre, Rao s'amusa de son bref mouvement de panique. Keiwei eût-il lu le russe, il eût été rassuré. Le jeu de mots était obscène, comme jamais Pouchkine n'osa l'être. Cette luxueuse maison, Keiwei n'en avait jamais vu de telle. Rao la devait à son père. Dictature du prolétariat oblige, la ballerine ne gagnait pas plus qu'une ouvrière de choc dans le textile. Une fois dans le vestibule, Rao demanda à Mo de s'occuper de leur invité. Mo exécuta une brève courbette. Rao entama la montée d'un escalier sombre. Keiwei sentit son cou animé d'une volonté, d'une énergie propre. Il lutta pour détourner le regard de cette silhouette, l'alambic féminin du désir. Mo lui indiqua une pièce qui devait être une salle de bain. Il fit non de la tête et préféra aller s'asseoir, côté jardin, dans l'un des fauteuils d'osier. Quelques minutes plus tard, l'eunuque déposa devant lui une chemise et un pantalon sec. Ils doivent être à lui, pensa Keiwei, gêné. Il les enfila tout de même. La touffeur du jardin lui parvenait à tâtons. Réconfortante, agréable après la grosse chaleur humide du jour. Le jasmin surtout imprimait l'air. Puis il entendit quelque chose, le martèlement d'un tympanon. Une phrase de flûte qui pépille, la voix d'une femme, celle d'un homme. Keiwei tressaillit. Il reconnut une chanson interdite, terriblement féodale, le couple de la déesse Tianxian. De peur d'être surpris en train d'écouter cette musique, il regarda à droite, puis à gauche. Rao apparut à côté de lui. Elle lut son sourire fugace, cette fois en guise d'excuse. Elle s'était absentée une quinzaine de minutes. Elle avait revêtu une autre tipao, orange dans le couchant, au pourtour frangé d'ocre, dénuée cette fois de broderie. Keiwei observa sans y croire cette femme qui vint s'asseoir à côté de lui. Ils échangèrent quelques mots sans importance, puis l'eunuque disposa sur la table basse, devant eux, 2 tasses jaunies par le soir et une théière aux allures de petite enclume. Keiwei, sans un mot, porta la tasse à ses lèvres. Rao fit de même. Le vent du soir lissait les géraniums, le jaspin. Quelque chose, une odeur encore, frappa Keiwei, puissante, piquante et chaude. Le regard de Rao déjà se faisait plus trouble. Elle eut son bref sourire et puis un autre tout de suite après. 2 wagons éclairés dans la nuit. Comme tout à l'heure, dans la voiture, Keiwei eut très soif. Il engloutit d'un trait le contenu brûlant de sa tasse. La tête de Rao, doucement, chavira. Elle murmura quelque chose. Keiwei crut deviner une consigne, destinée à Mo. Comme ce dernier était invisible, vaquait, épiait, Keiwei fut sur le point de faire répéter Rao pour se faire émissaire. Du gramophone, le couple de la déesse Tianxian s'élevait toujours. Rao, la tête penchée, sourit, longuement cette fois. L'eunuque et sa maîtresse avaient leur rituel. De plus en plus, Keiwei avait l'impression d'être ici un intrus. Un officiant qui peu à peu se muait en spectateur, en voyeur, comme cette fois à Chengdu avec cette autre femme, avec sa première femme. Mo revient. Rao avait les yeux mi-clos. Il fit glisser devant elle une nouvelle tasse fumante. Sans un mot, il resservit Keiwei à l'aide de sa petite enclume. Puis il repartit, emportant la première tasse dans laquelle Rao avait bu. Keiwei comprit. L'odeur venait de là. Rao dodelinait de la tête au gré de la musique.
Elle murmurait encore quelque chose. Keiwei l'observait de plus en plus longuement, de plus en plus possédée. Elle se redressa, elle se tourna vers lui. « Camarade Bantre, ton air te fait souffrir quelquefois, n'est-ce pas ?» Désarçonné, il bredouilla quelque chose d'inintelligible. Que voulait-elle dire ? Il m'arrive de dormir très peu. Au début, l'odeur des huiles me faisait tourner la tête jusqu'au malaise. Les premiers temps aux Beaux-Arts, j'ai peint à n'en plus pouvoir lever le bras. Elle eut cette fois un long sourire. Il sembla à Keiwei qu'en lui quelque chose rompait. Une grande tristesse l'accabla. Une force inconnue le poussa. Ce n'était plus seulement le désir de ce corps, c'était celui de cette femme. « Alors, toi et moi, nous sommes frères et sœurs. » Elle aspira doucement la concoction entêtante, opiacée, illégale. Antidouleur pour son corps de danseuse, narcotique pour son âme seule et ennuyée. Le soleil, derrière le jardin, derrière le Huangpu, derrière le monde, s'était couché. Le vent levé ébouriffait désormais les platanes. Mo, célébrant échappé d'un songe, apporta un paquet de cigarettes rouges, un briquet, un boa noir et des gants cuivre. Il posa sur le jeune peintre un regard équivoque. Keiwei, sans un mot, alluma la cigarette de Rao, puis la sienne. L'eunuque enroula délicatement le boa autour du cou de sa protégée, pendant que celle-ci se gantait. Gainés dans le cuir, ses doigts luisaient comme des poissons séchés au clair de lune. Ils fumèrent ainsi, quelques minutes, sans plus entendre du salon la chanson d'amour qui touchait à sa fin. Keiwei frissonna. Il n'avait pourtant pas froid. « Rentrons, n'est-ce pas ?» dit-elle seulement. Cette lecture est extraite du roman Maître et esclave de Paul Créveillac, paru chez Gallimard en 2018.